Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Rieux-la-Pape, dans le Rhône, afin de vous présenter Ecoder. Ecoder est une entreprise solidaire d'utilité sociale créée à Paris en 2004. Elle accueille, forme et insère des personnes en situation de fragilité en œuvrant pour un mode de production circulaire. Forte de 5 implantations en France, à Paris, Saclay, Marseille, Lyon et Nantes. 50 000 équipements informatiques reconditionnés par an et 70% des salariés en situation de handicap ou en parcours d'insertion professionnelle. Pour ce podcast, je vous invite à la découverte de l'équipe lyonnaise qui emploie des personnes éloignées de l'emploi en situation de handicap psychique ou physique pour équiper particuliers, écoles, entreprises ou associations avec des ordinateurs reconditionnés. Ecoder, en tant qu'entreprise adaptée, tente de répondre à 2 problématiques. La discrimination présente sur le marché de l'emploi, notamment des personnes en situation de handicap psychique ou physique. Deuxième problème est le manque d'accessibilité au numérique pour certaines franges de la population. Pour ce podcast, je vais vous proposer 3 épisodes. Pour l'épisode numéro 1, le témoignage d'Ambroise Raymond, directeur d'Ecoder de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour l'épisode 2, le témoignage de David Noyer, conseiller en insertion professionnelle au sein d'Ecoder, ainsi que Mathieu Gosset, responsable commercial. Pour l'épisode 3, je vous propose les témoignages des salariés Maria, Cédric et Jessie. Je donne la parole donc à David et Mathieu. Mathieu Gosset, moi j'ai 49 ans, je suis ingénieur de formation avec pratiquement une bonne dizaine d'années de technique en tant que chef de projet et puis diverses responsabilités plutôt techniques. Et après... au sein d'une entreprise classique, d'économie classique ou... Économie classique, plutôt dans le transport routier, pour être plus précis. Et puis de là... deuxième quête de sens, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que j'ai envie de faire, finalement qu'est-ce que je vais apporter à la société, et puis quelle est ma petite part, et de là je me suis vraiment posé des questions sur ce que j'avais envie de faire plus tard. Grosse crise environnementale aussi, avec tout ce qui se passe actuellement, une prise de conscience environnementale très très forte, un peu d'éco-anxiété, finalement, au milieu de tout ça, une opportunité, l'opportunité d'Ecoder. C'est vrai que pour moi, une carrière professionnelle, c'est des opportunités et des choix à faire. Et typiquement, là, ça a été une très belle opportunité pour moi, un peu une révélation pour le coup, puisque j'avais la possibilité à la fois d'allier la dimension sociale et la dimension environnementale. Ni une ni deux, j'ai choisi de bifurquer pour le coup, de changer d'activité, même si, comme je disais, j'avais un poste précédemment déjà en lien avec le commerce et qui m'a permis de faire une transition, on va dire, un peu douce, côté Ecoder pour prendre le poste de responsable commercial de la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord, ok. Donc là, c'était il y a combien de temps ? Et donc ça fait 1 an maintenant. Je fête ma première année au mois d'octobre, donc c'est pour le coup assez récent. D'accord. Et donc très concrètement, alors, quel est ton rôle au sein d'Ecoder ? Au sein d'Ecoder, en gros, mon rôle va vraiment être d'entretenir les partenariats avec nos clients, développer de nouveaux partenariats avec de nouveaux clients. Et pour ce faire, on va avoir 2 axes principaux de travail. Le premier sur la collecte de matériel, donc auprès de nos clients et clients potentiels. Et le deuxième axe de travail, la partie vente de matériel reconditionné. Donc ça, ce sont vraiment 2 aspects très très forts de la fonction où on va développer vraiment des partenariats en lien avec ces 2 aspects. D'accord. Et donc alors vos partenaires, donc c'est qui côté plutôt ceux qui vous fournissent en matériel informatique, chez qui vous allez chercher
Tout le matériel. Alors, tout le matériel qu'on va collecter est collecté principalement dans les entreprises, on va dire des grands groupes, parce que ça permet tout simplement plusieurs choses, à savoir de récupérer du matériel homogène, parce que ça, c'est toujours la question qu'on se pose au niveau du matériel reconditionné. Est-ce que je vais avoir 5 PC et puis 5 PC qui vont être complètement différents? En l'occurrence, non. Ça nous permet vraiment à la fois de récupérer du matériel homogène, mais également de pouvoir le reconditionner dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que tout simplement, 2-3 PC, on va en faire 2, parce qu'on va récupérer les pièces qui sont non fonctionnelles d'un PC qu'on va remplacer par des pièces fonctionnelles. Donc tout ça, ça nous permet vraiment de pouvoir optimiser au maximum les collectes. Donc on récupère, comme je disais, chez les grands groupes, principalement des entreprises. On va collecter également du matériel dans les associations et puis les collectivités, mais ça va être du matériel qui sera beaucoup plus ancien. Donc là, pour le coup, qui aura plus vocation à être recyclé que reconditionné. D'accord. Et les entreprises qui vous donnent ces ordinateurs, ordinateurs principalement, on est sur ce type de matériel, c'est sous quelle forme? Ce sont des dons? Alors chez Ecoder, on va avoir plusieurs possibilités. Et on va tout simplement s'adapter à ce que souhaite notre client. C'est-à-dire que on a la possibilité évidemment de récupérer le matériel sous forme de don, mais pour le matériel plus récent, on peut également le valoriser et faire une reprise pécuniaire du matériel. Donc ça, c'est aussi quelque chose à discuter avec le client, sachant que sur cette valeur de reprise, derrière, on va avoir aussi toute la partie prestation qui sera réalisée et donc à déduire de cette reprise, puisqu'on va effacer toutes les données du matériel de façon à l'anonymiser et s'assurer que d'un point de vue RGPD, tout est conforme à la loi et que le client peut se fier complètement à Ecoder. Donc ça, c'est la partie sur laquelle on va fournir, nous, des prestations aux clients. Prestations qui seront payantes mais qui peuvent être déductibles de ce qu'on appelle la DOETH, qui est la déclaration obligatoire d'emploi de travailleurs handicapés, qui se fait tous les ans aux alentours de mars-avril. Et étant donné qu'on est entreprise adaptée, on a la possibilité de déduire une partie du montant de ces prestations de la DOETH. Et qui peut être pour le coup intéressant pour nos clients. Donc comme je disais, on va vraiment s'adapter à ce que veut le client, c'est-à-dire que si c'est une forme de don, là derrière, généralement, il y a simplement de la prestation. Il peut y avoir une partie déductible, donc ça c'est aussi quelque chose qui peut être réalisé. Et ce qu'il faut savoir également, c'est qu'étant donné qu'on est association, il y a la possibilité de faire des dons aux associations, dons déductibles des impôts, et auquel cas on peut nous valoriser le matériel qu'on reçoit, en donner le montant à l'entreprise qui nous a donc donné ce matériel, de façon à ce qu'elle puisse faire par la suite une déduction d'impôt. Donc comme je disais, les montages sont très différents et à la carte en fonction de ce que souhaite le client. Est-ce qu'il y a des difficultés justement à solliciter ces entreprises ou c'est quelque chose qui se fait assez naturellement Alors ces entreprises pour le coup sont de plus en plus enclins à rechercher des sociétés comme nous, tout simplement parce qu'elles ont leurs objectifs RSE et puis l'envie quelque part d'aller dans le bon sens. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Après, il y en a beaucoup qui passent par des organismes de recyclage. Donc on essaie justement de sensibiliser à ce niveau-là en disant que le reconditionnement c'est plus vertueux que le recyclage, parce que ça permet tout simplement d'avoir une boucle qui est plus courte que la boucle de recyclage, et de ce fait tout simplement on va remettre dans le circuit du matériel et non pas le mettre en tant que déchet à recycler.
Et ça, je ne l'ai pas évoqué avec Ambroise. Est-ce que vous travaillez sur la sensibilisation au handicap auprès de ces entreprises ? Alors tout à fait, ça on a justement des actions à ce niveau-là, et notamment sur tout ce qui est achat responsable également, où on peut à la fois donc faire des sensibilisations à l'achat responsable. Au niveau donc de la sensibilisation au handicap, on travaille aussi avec les entreprises au niveau de ce qu'on appelle les duo day. Où là on a des vies ma vie qui se mettent en place. D'ailleurs, ça va être là très prochainement sur le mois de novembre, qui permettent vraiment de sensibiliser au handicap. Et puis là, on a justement une entreprise qui nous a proposé de faire un duo day inversé. Oui. Et ça, pour le coup, on trouve ça vraiment très très bien, à savoir plutôt que ce soit une de nos personnes en situation de handicap qui aille dans une entreprise standard, ça va être une personne de cette entreprise standard qui va venir chez Ecoder. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'après ces entreprises, vous pouvez aussi les solliciter pour embaucher les salariés que vous avez en insertion là actuellement, ou c'est un autre réseau en fait, vous sollicitez, enfin c'est pas forcément les mêmes entreprises qui vous fournissent le matériel et à qui vous pouvez demander, enfin en tout cas proposer d'embaucher les salariés d'Ecoder après leur contrat de 2 ans. Tout à fait, Ambroise a dû vous en parler, mais on a vraiment un rôle de passerelle au niveau de l'entreprise vers l'entreprise dite standard. Donc typiquement, oui, le but c'est à la fois de faire des périodes de mise en situation professionnelle en milieu standard, de façon à vraiment que les personnes puissent se fondre, on va dire, dans l'entreprise standard, de manière à pouvoir après l'intégrer au bout de la fin de ce CDD tremplin, qui leur permet, on l'espère pour le coup, de pouvoir continuer pleinement une carrière professionnelle qu'ils auront remis, on va dire, ou qui se seront resensibilisés vis-à-vis du milieu professionnel par le biais d'Ecoder. Ouais, d'accord. Si on parle du réseau Apogée, donc vous êtes associé au réseau Apogée en tant que fournisseur, mais aussi également en tant qu'adhérent. Est-ce que vous pouvez me parler de ce partenariat ? Quel est l'intérêt pour vous de vous associer au réseau Apogée ? Alors l'intérêt de s'associer au réseau Apogée, il est vraiment multiple. Mais tout d'abord parce que on a vraiment des valeurs communes, pour le coup, avec des objectifs communs, où clairement nous, la partie sensibilisation au handicap et puis la partie aide à la personne est extrêmement importante pour nous, comme elle l'est pour le réseau Apogée. Donc c'est vraiment des choses, comme je disais, qui nous tiennent à cœur et nous font avancer mutuellement. Donc c'est vraiment des choses pour lesquelles on travaille de concert. Et au niveau du réseau Apogée, le fait d'adhérer au réseau Apogée nous permet aussi de bénéficier de toute l'offre qu'apporte Apogée. Là, typiquement, on a eu besoin, il y a très récemment, de faire une formation sur formation incendie. Ça paraît tout bête, mais les contacts amenés par Apogée nous ont permis directement de pouvoir faire notre formation avec les bons interlocuteurs et puis organiser ça de façon très rapide et vraiment professionnelle. Donc c'est vrai que ça nous permet à la fois de pouvoir bénéficier de toute l'offre Apogée et nous, de pouvoir faire bénéficier les adhérents d'Apogée de notre offre qui est un petit peu spécifique, parce qu'elle est à la fois environnementale, sociale et sociétale, qui pour le coup est pleinement en lien avec les valeurs d'Apogée. Merci. La partie environnementale, on a quand même l'année dernière collecté plus de 220 tonnes
de matériel informatique. D'accord. Donc, sur une année sur une année. Donc ça fait pratiquement 1,5 tonnes par employé de chez Ecoder. Donc c'est vraiment non négligeable et on a vraiment un impact très très important au niveau environnemental. Et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment continuer de progresser. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en termes d'extraction de matières premières, il faut à peu près 800 kg de matières premières pour faire un ordinateur de 2 kg. Donc en gros, il faut extraire l'équivalent d'une Twingo pour avoir un ordinateur portable. Donc on a tout de suite on voit les ordres de grandeur et les enjeux parce que c'est pas pérenne et il faut absolument emmener le matériel le plus loin possible de façon à le faire perdurer et éviter justement cette extraction qui est vraiment problématique d'un point de vue environnemental. Enfin, je sais pas, il y a des freins dans ton activité que tu peux évoquer et de quelle façon tu arrives à les contourner? Ah ben tout à fait, le matériel informatique reconditionné, c'est vrai qu'on a souvent la question de oui mais est-ce que concrètement mon matériel je vais pouvoir l'emmener loin, est-ce qu'il va pas me claquer dans les mains dans 6 mois ou l'année prochaine. En fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque matériel donc, est testé de façon unitaire. Donc on est clairement confiant vis-à-vis du matériel qu'on reconditionne et ce qu'on remet sur le marché. Pour preuve, notre matériel est en standard garantie 1 an, mais on peut étendre la garantie jusqu'à 3 si besoin. Donc comme je disais, on est vraiment sûr de notre matériel. On l'est même pratiquement plus sûr que du matériel neuf. Pourquoi ? Parce que sur du matériel neuf, vu les quantités qui sont mises sur le marché, en fait le matériel n'est pas testé de façon unitaire. Ça va être des batchs, des lots qui seront testés de façon un peu aléatoire sur les quantités produites. D'accord. Donc on peut très bien se retrouver avec du matériel neuf avec des défauts qu'on soit obligé de ramener en SAV. Bon, c'est jamais agréable. Mais ça peut être le cas. Donc je dirais que déjà sur cet aspect technique, on a déjà un point qui est plus ou moins levé. Sur la partie SAV, on a notre SAV qui est directement accessible par téléphone, pour le coup très réactif, où on est prêt à mettre du matériel de remplacement si besoin, de façon à avoir un remplacement extrêmement rapide de l'ordinateur si jamais il a un défaut, de façon à ce que le client ne soit pas pénalisé dans son travail de tous les jours, parce que c'est ce qui est important vis-à-vis de nos clients. C'est pas le matériel en lui-même, c'est ce qu'il va en faire et son activité au jour le jour. Donc ça, on s'assure qu'il ait un remplacement ultra rapide directement du matériel si besoin. Donc ça c'est vraiment les choses les plus importantes, on va dire. Et puis après sur le matériel reconditionné en tant que tel, ce qu'on peut aussi aborder, c'est le fait qu'on le collecte auprès d'entreprises, comme je disais, qui sont des grosses entreprises qui n'achètent que du matériel professionnel. Donc nous, on va reconditionner uniquement que du matériel professionnel de très bonne facture et de haute qualité, de façon à avoir du matériel reconditionné lui aussi de très haute qualité. Donc c'est vraiment nous le point principal, c'est qu'on ne va pas reconditionner du matériel qu'on pourra acheter dans les grandes surfaces ou du matériel de particuliers. Nous, ça va être uniquement que des grandes marques et directement provenant des grands parcs d'entreprises. Donc ça va être principalement du Lenovo, du Dell et du Hewlett-Packard. Donc pour le coup, qui sont des marques extrêmement connues sur le marché.
D'accord, super. Pour terminer, Mathieu, est-ce que tu peux nous donner tes inspirations, enfin, qu'est-ce qui te fait lever le matin? Je crois que tu l'as un peu dit quand même au début, mais qu'est-ce qui fait que tu viens bosser le matin avec plaisir? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure parce que c'est vrai que j'ai parlé de quête environnementale et sociale, ou vraiment une quête de sens que j'ai trouvée avec Ecoder. Mais au-delà de cette quête de sens, c'est vraiment l'aspect humain. Ouais. Où chez Ecoder, on n'est pas uniquement des collaborateurs ou des collaboratrices, on est bien plus que ça. Il y a un aspect humain qui est beaucoup plus important que ça. Et c'est vrai que voir tous mes collègues le matin, ça c'est quelque chose qui me met le sourire quand j'arrive chez Ecoder. C'est quelque chose, oui, qui me fait lever le matin parce que je sais que je vais voir tous mes collègues chez Ecoder. Donc c'est vrai que c'est très très agréable. Et puis au-delà de ça, j'ai aussi la fraîcheur des échanges que j'avais pas obligatoirement dans l'entreprise adaptée. Pour moi, on a toujours un peu un filtre au niveau des échanges professionnels. Et filtre qu'on n'a pas toujours, voire pas du tout de temps en temps chez Ecoder. Ouais. Et je trouve ça extrêmement rafraîchissant parce que naturel. En fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, on est sur quelque chose de très authentique. Exactement. Et oui, ça peut faire du bien. Ouais. Très bien, merci Mathieu. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou pour toi c'est bon? Moi, ça me paraît bon. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle David Noyer. Moi, je suis ici depuis 1 an, donc je suis conseiller en insertion professionnelle. J'ai plusieurs missions différentes et plusieurs jobs différents, mais ici, je suis à mi-temps. Et donc ici, ma mission, c'est conseiller d'insertion professionnelle. Mais j'ai d'autres casquettes ailleurs. Ok. Voilà. Et donc tu es venu ici donc, il y a 1 an. Comment tu as découvert Ecoder? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu travailler ici? J'ai découvert via une offre d'emploi. Et qu'est-ce qui a fait que je suis venu travailler ici? J'ai déjà travaillé avec pas mal de publics différents, mais le public en situation de handicap, c'était une première. Ouais. Et j'avais envie de découvrir un peu... Parce que ma première formation, c'est éducateur spécialisé. D'accord. Donc j'avais déjà travaillé en protection d'enfance, dans différents domaines, mais pas avec des personnes en situation de handicap. D'accord. Et j'aimais le côté accompagnement et aussi qu'il y a une mission écologique qui me parle aussi bien dans mes valeurs. Ouais. Et je trouvais que l'accompagnement était assez large. Du coup, il me semblait pas mal de choses à faire. Ouais. Et justement, cet accompagnement, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais? Quelles sont les différentes étapes que tu proposes en termes d'accompagnement? Oui, alors du coup c'est assez large parce que en fait je me retrouve à être un peu du début à la fin, c'est-à-dire notamment même sur le recrutement, ce que je pensais pas forcément faire, mais du coup on recrute souvent en lien avec le responsable d'atelier pour un peu nous deux regards croisés. Lui il a un regard plus sur la technique, la production, moi j'ai un regard plus social on va dire. Donc il y a la partie recrutement, il y a la partie dans le recrutement en fait souvent les personnes elles viennent 2 semaines en PMSMP, c'est une immersion professionnelle pour voir si ça leur plaît vraiment, si nous ça marche aussi avec elles. Donc c'est cet accompagnement là aussi, recueillir aussi les besoins de la personne, parce que souvent il y a des besoins d'adaptation au poste en fonction du type de handicap de la personne. Donc c'est être je dirais aussi dans une posture d'accueil, de permettre que la personne puisse se sentir bien, se sentir en confiance, favoriser aussi un climat de bienveillance qui est important je pense pour nous, en tout cas pour moi, mais aussi pour mes collègues. Parce que tu vois, une remarque que tu as fait en arrivant ici, c'était tiens c'est calme, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est effectivement qu'il y ait une bonne ambiance entre chacun, qu'il y ait une forme de calme aussi, parce que voilà, en fonction des différents handicaps, le bruit ça peut être compliqué, trop d'interactions ça peut être compliqué aussi. Ouais. Donc on est, notamment moi je veille à ce que ça puisse bien se passer pour tout le monde. Est-ce que, je pense à quelque chose, mais en termes d'aménagement, toi c'est dans tes fonctions de proposer un aménagement
Je pense en termes de luminosité, en termes de couleur, des choses comme ça, non peut-être, parce que pour certaines pathologies, Oui, ça peut être peut. important. Du coup, moi, soit sur le premier entretien ou sur les premiers entretiens, le temps que la confiance se crée, je vais justement questionner la personne sur de quoi est-ce qu'elle a besoin, Ouais. notamment en termes d'aménagement. Après, des fois, ça peut être des choses évidentes, comme on a une personne qui est sourde, c'est la mise en place d'une interprète pour les Ouais. moments de réunion, les moments d'entretien et tout ça. Après, il y a des choses qui sont moins visibles. Par exemple, on a plusieurs personnes qui ont un TSA, un trouble du Ouais. spectre autistique. Là, ça va être différent pour chacun. Et moi, j'apprends aussi parce que c'est une découverte aussi pour moi aussi. Donc, j'apprends avec eux ou avec des fois, il y a des accompagnants. Ils peuvent être accompagnés par d'autres structures. Et dans ce cas, je peux être en lien avec eux. Ouais, ok. Et ça peut être, par exemple, il y a une personne, ça l'aide d'avoir écrit de manière très factuelle les différentes étapes de la mission qu'il a à faire. Comme ça, il sait qu'il peut se référer dessus, ça le rassure, c'est plus clair pour lui. Donc voilà, ça peut être des adaptations comme ça. La lumière, on n'a pas de personnes. La lumière, ça va, elle n'est pas trop forte, mais on n'a pas de personnes qui sont gênées pour l'instant par ça. Mais ça peut être le bruit. Il y en a qui ont des casques anti-bruit à certains moments, s'il y a trop de bruit. Enfin, ça peut être ce genre de choses. D'accord. Et donc avec une diversité peut-être différentes formes de handicap, donc il faut quand même s'adapter à toute forme de handicap et pouvoir à la carte en fait proposer, c'est ça, un accueil, un aménagement spécifique. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment à la carte en fonction des besoins de chacun. Et puis on apprend vraiment ensemble parce qu'il y a aussi des personnes qui arrivent chez nous qui sont en cours de elles-mêmes d'apprentissage de c'est quoi leur handicap. Ouais. Et du coup, qui sont en train de voir soit neuropsychologues, soit des psychiatres, enfin voilà, différentes professions. Et du coup, ils sont eux-mêmes en train d'apprendre de quoi est-ce qu'ils ont besoin. Il y en a pour qui c'est leur première expérience professionnelle, donc ils découvrent aussi un rythme de travail, les exigences aussi quelque part du travail, même si ici on peut être assez souple. On est quand même sur des exigences de travail. Du coup, on apprend aussi ensemble. Ouais. Et donc ces personnes, elles vous sont conseillées, enfin comment c'est en amont, ce sont des structures qui accompagnent ces personnes, qui après les orientent directement. Enfin, comment ça se passe? C'est pas les personnes qui viennent directement vous Il y a les deux. Ah oui. Il y a un peu tout type de situation. Il y a des structures qui accompagnent déjà des personnes justement sur le cadre de l'insertion et qui nous les proposent, enfin qui nous disent voilà, telle personne elle est intéressée par l'informatique, ce serait super si elle pouvait venir faire peut-être dans un premier temps un stage, puis ça se passe bien et qu'ils vous aiment un recrutement, voilà, qu'elle puisse être recrutée. Il y a des personnes qui sont venues toquer à notre porte comme ça. D'accord. D'elles-mêmes. Il y a des personnes qui ont été orientées par Pôle emploi. On a fait, du coup, maintenant France Travail. Ouais. On a fait un job dating, c'était quand? C'était fin juin, je crois, où on a vu quasiment une vingtaine de candidats orientés par France Travail parce qu'on allait avoir plusieurs recrutements. Donc, il peut y avoir différents biais pour que les personnes arrivent ici, quoi. D'accord. Est-ce que, là on parlait d'implication, de quelle façon vous impliquez les salariés dans l'organisation du travail ou, voilà, est-ce qu'il y a des formes d'implication et comment ça se traduit? Oui, en fait, dès le début, elles sont au courant qu'elles sont là sur un CDD tremplin. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Ouais, oui. Ok. Du coup, elles savent que il va leur être demandé d'être impliquées déjà dans leur projet personnel et professionnel. Parce que tôt ou tard, elles vont nous quitter et il serait bien qu'elles nous quittent pour elles avec quelque chose pour la suite. Donc elles savent que déjà avec moi, on va se voir au moins une fois par mois en entretien individuel. Donc elles sont, chacun et chacune est assez investi de manière générale sur ces entretiens parce que je pense qu'elles perçoivent aussi l'intérêt que ça a pour eux. On fait aussi des réunions mensuelles. Pour voir un peu comment on va chacune. On prend le temps de faire un tour de météo, voilà, s'il y a des choses à remonter, qu'est-ce qui va moins bien. Il y a aussi du partage d'informations. C'est aussi, soit dans ces réunions-là, soit j'essaie d'organiser des fois des autres temps où il y a des ateliers plus spécifiques. Je fais un atelier sur la confiance en soi, par exemple, sur les compétences. Et généralement, tout le monde est assez impliqué sur ces ateliers parce qu'ils voient que ça leur apporte aussi... Il y a de manière générale, j'ai l'impression, un peu une soif d'apprendre, de découvrir. Et il y a vraiment pour beaucoup, pour qui c'est leur première expérience professionnelle. Donc il y a un peu, et qui ont des personnes qui ont vraiment galéré pour trouver un premier travail. Il y a une personne là, elle est plus chez nous, elle a terminé son CDD tremplin, mais avant de travailler chez nous, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas travaillé. Il y en a, bon c'est moins long, mais il y en a, ça faisait 1 an, 2 ans. Donc il y a une forme de joie et d'envie d'apprendre et
d'apprendre et le métier déjà avec la partie technique, mais d'apprendre aussi d'autres choses de manière plus large. Donc oui, une bonne implication sur les sorties aussi. On essaie d'organiser au moins une fois par trimestre une sortie. On est allé au théâtre, on a vu un spectacle en langue des signes. Et la plupart ils n'étaient jamais allés au théâtre, et encore moins du coup voir une pièce en langue des signes, mais aussi c'était une découverte. On a fait les petites cantines, je ne sais pas si vous connaissez, pour créer du lien aussi, se rencontrer autrement. La famille golf, enfin bon, on fait des sorties aussi pour créer du lien autrement et découvrir aussi la culture. On est allé au musée des Confluences et tout le monde est assez investi. Ouais. Super. Est-ce qu'il y a certaines problématiques que tu rencontres dans ton poste et s'il y en a peut-être pas, comment tu as réussi à les contourner? Oui, il y a des problématiques. Des fois, c'est un... je crois que c'est un joli mot. Des freins. Je suis quand même confronté au système dans lequel je vis, dans lequel on vit tous. Donc des fois, ça va être la lenteur de l'administration. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la personne pour qui il y a eu besoin de mettre en place une interprète, ça a mis... sans interprète, c'est compliqué de se comprendre. Ouais. Et ça a mis 3 mois, je crois 4 mois avant d'avoir enfin la réponse de la GFIP pour... Parce que c'est eux qui peuvent te proposer, la GFIP qui peuvent proposer effectivement l'intervention de... Alors ils ne proposent pas l'intervention, mais ils proposent le financement, enfin ils peuvent financer. Ouais. Donc en fait, moi j'avais déjà trouvé des structures qui peuvent nous mettre des interprètes à disposition, mais sur les fonds propres des CODER, ça aurait été je pense un peu compliqué. Du coup c'est la GFIP qui nous a octroyé le financement. Mais c'est un peu les joies de l'administration française avec plein de documents envoyés, c'est pas les bons, etc. Et du coup, pendant 3 mois, on n'avait pas de possibilité d'avoir un interprète. Donc ça peut être ce genre de frein. Et juste parce que ça m'intrigue, cette sorte d'interprète, donc il vient, mais de façon temporaire, c'est-à-dire qu'il va venir sur un temps, et puis après, il n'est pas là tout le temps. Non, en fait, c'est sur les moments, notamment sur les entretiens individuels, où là, j'ai vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui puisse traduire... en temps réel, les moments de réunion aussi, pour que la personne puisse, notre salarié puisse comprendre, sinon ça va pas pour lui. On a la chance d'avoir un autre salarié qui signe et qui fait souvent la traduction, sur des petites choses, mais c'est pas son boulot et on va pas lui demander ça. Voilà. Après sur les petites choses dans l'atelier, quand il y a des petits moments où Hervé, le responsable d'atelier, a besoin d'être traduit, l'autre salarié, je sais pas si je peux le nommer, mais il est ok, il est adorable et il est ok de traduire quand il y a des petits besoins. Donc on s'en sort comme ça, puis après on peut écrire, on peut essayer de mimer, il y a toujours des solutions, mais ce qui amène une certaine solidarité, je trouve qu'au sein du groupe, je trouve que c'est plutôt... mais c'est super chouette, et puis tout le monde s'entend assez bien. La personne qui du coup peut nous faire un peu l'interprète, elle est vraiment adorable et c'est chouette aussi, je pense, pour lui de pouvoir aider, de pouvoir soutenir. D'accord. D'autres freins Oui, il y en a d'autres. Un des principaux, je trouve, c'est que je découvre, parce que c'est encore une fois un milieu que je découvre, c'est la difficulté pour une personne en situation de handicap d'être embauchée. Ouais. Parce que c'est un de mes accompagnements, c'est de les aider une fois qu'ils partent ici, qu'ils aient un boulot si possible pérenne dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire. On est une entreprise adaptée, donc qu'ils puissent intégrer si possible un contrat long en milieu ordinaire. Et je me rends compte de la difficulté de beaucoup d'entreprises avec tous les préjugés qu'il peut y avoir sur les personnes en situation de handicap, toutes les peurs d'embaucher quelqu'un un peu différent, entre guillemets. Et c'est compliqué de faire cette passerelle-là. Ce chemin-là, il est vraiment compliqué et je me retrouve souvent confronté à un mur. On se retrouve souvent, des fois les entretiens d'embauche, même si on les prépare au maximum, même si on essaie de sensibiliser les entreprises, c'est pas simple. Est-ce que les entreprises, ce sont celles qui vous fournissent les ordinateurs ? Pas forcément. Non. Et est-ce que forcément, toutes ces personnes se destinent à des métiers en lien avec le numérique ou pas forcément ? Pas forcément. Après, de fait, la plupart des personnes qui sont là sont passionnées par le numérique et du coup ont envie de continuer dans le numérique. Donc c'est souvent les filières qui sont recherchées pour la suite. Mais non, pas forcément. Si quelqu'un a envie de se reconvertir dans l'espace vert, je vais l'accompagner à se reconvertir dans l'espace vert. Ouais, d'accord. Mais effectivement, il y a encore des a priori, il y a encore tout un travail à faire auprès des entreprises. Alors, ça va être entreprise classique, économie classique, ou ça peut être aussi entreprise de l'ESS ou ça peut être tout type d'entreprise. Ça peut être entreprise de l'ESS,
Après, dans l'informatique, il n'y a pas énormément non plus d'entreprises sur les postes qui recherchent dans l'ESS, mais non, ça peut tout. Effectivement, les entreprises de l'ESS vont être peut-être un peu plus facilement sensibilisées, voire ou sensibilisables, mais en fait, il peut avoir la volonté d'embaucher une personne en situation de handicap. Là où c'est plus compliqué, c'est que ça puisse aussi tenir dans le temps, parce qu'il y a besoin d'un peu d'adaptation, d'un peu d'accompagnement. Et c'est un peu plus énergivore, c'est vrai, dans pas mal de situations que si on embauchait quelqu'un qui n'était pas en situation de handicap. Mais bon, ça peut apporter aussi tellement de choses, c'est aussi des rencontres incroyables. Et ça, les entreprises ont du mal à le voir, je pense. Ouais. Est-ce que vous, après, vous accompagnez les entreprises dans le bon déroulement, enfin dans l'accompagnement aussi sur les premiers mois d'embauche ou pas? Ou ça s'arrête, votre travail s'arrête Théoriquement, ouais, mon travail s'arrête au début. Après, on peut missionner des services qui peuvent faire la passerelle. Oui. Et on est en partenariat avec différentes structures, l'ADAP notamment, qui peut sur les premiers mois accompagner. Enfin, il y a d'autres structures qui peuvent prendre ce relais-là pour justement que ça se passe bien. Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est en tout cas, ce qui est possible ici à l'Écoder, c'est l'aspect créativité. Il y a vraiment des choses que j'ai pu mettre en place parce que j'avais un peu la liberté et puis la confiance d'Ambroise pour le faire, comme la mise en place de réunions, d'ateliers, et que de manière générale, autant nos collaborateurs, autant Ambroise, ils vont me suivre sur ce que je peux proposer, si ça a du sens, bien sûr. Mais du coup, ouais, ça me motive bien. L'aspect humain, forcément, même si, en fait, pour moi, il n'est pas assez présent dans le sens où on pourrait croire qu'il est très présent. Mais en tout cas, dans mon poste, il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de dossiers à remplir, etc. Ça me fait pas me lever le matin. Pas du tout. Mais voilà, qui est en partie compensé. En tout cas, quand je suis dans le relationnel, moi, c'est vraiment ce qui me donne envie de me lever, soit dans les entretiens individuels, travailler sur des sujets de fond comme la confiance en soi, qui est importante chez pas mal de personnes qu'on accompagne, les réunions, les ateliers. Enfin, voilà, quand je suis dans le relationnel, c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. D'accord. Ok, merci beaucoup David. Avec plaisir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à toute l'équipe d'Écoder pour son accueil chaleureux. Au regard des témoignages, je vous partage des éléments pertinents. Concernant les épisodes 1 et 2, j'ai relevé les clés de succès du projet. La nécessité d'adapter l'environnement aux besoins des salariés. Une culture d'entreprise bienveillante. Une approche holistique de l'accompagnement des publics vulnérables. Il faut rester fidèle à son ADN tout en développant les performances d'une entreprise classique. L'optimisation des ressources par la création d'un hub du numérique. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez nous contacter par mail à charlotte.nivelet@apogée-6ess.org. À très bientôt.